Et si, depuis toujours, on nous posait la question « Qui es-tu ?» et que la réponse la plus libératrice était en fait « Personne », c'est une idée assez radicale et c'est celle qu'on explore aujourd'hui en se plongeant dans le manuscrit autobiographique de Lassen El Bouali. Notre voyage commence ici, avec cette couverture et ce titre qui interpelle. Et attention, cette silhouette sans visage, ce n'est pas juste une métaphore, c'est le reflet d'une position philosophique très profonde que l'auteur a choisie. Voilà, c'est la phrase clé du manuscrit. Écoutez bien la force des mots. Ce n'est pas un masque, c'est ton nom. L'auteur ne joue pas, il est très sérieux. Il affirme une vérité. C'est de là que tout va partir. Cette question, elle nous force un peu à tout repenser, non ? Notre rapport à l'identité. Et si le fait de ne pas en avoir, ce n'était pas une perte, mais au contraire un choix bien délibéré ? Alors voyons un peu ce que ça veut dire concrètement. Alors, c'est quoi cet état de personne ? Bon, la première chose à faire, c'est de chasser une idée fausse. Il ne s'agit pas du tout d'un vide, d'un néant. Non, ce n'est pas un trou à combler. C'est une posture, une position qu'on choisit d'adopter. L'auteur va même encore plus loin. Il utilise le mot « rien » avec un R majuscule. Et ça, c'est super important, parce qu'il ne décrit pas une absence, mais plutôt un refus actif. C'est une forme de résistance face à ce qu'il appelle le chantage permanent à l'identité que la société nous impose. Mais pour vraiment piger comment on en arrive là, à une philosophie pareille, il faut revenir en arrière. Tout commence dans son enfance. C'est là que les toutes premières pierres de cette identité insaisissable ont été posées. Imaginez un peu, une enfance passée à naviguer entre deux maisons. Et attention, on ne parle pas d'une garde partagée bien organisée, hein. Non, c'était un va-et-vient constant, sans qu'on lui explique jamais pourquoi. Il dit que son corps a appris ce que c'était que l'impermanence bien avant que sa tête ne puisse le comprendre. Il n'y avait pas de point d'ancrage. Et regardez un peu le contraste entre ces deux mondes. D'un côté, chez son père, la promiscuité, le bruit, on mange vite fait, et de l'autre, chez Hadj Ahmed, tout est calme, ordonné, tranquille. L'enfant n'apprenait pas à juger ou à comparer, mais juste à s'adapter en permanence, à changer de réalité comme on change de chemise. Et puis, tout doucement, quelque chose change. Le mouvement s'arrête. L'enfant qui était un pont entre deux familles devient, sans le vouloir, un point de friction, un enjeu silencieux dans une sorte de compétition affective entre sa mère biologique et sa mère adoptive. Et c'est là que tout bascule. On entre dans une phase plus sombre, où des événements traumatisants vont vraiment forger sa relation au silence et au détachement. Ce sont des outils qu'il va ensuite utiliser toute sa vie. Le premier grand silence, c'est à 6 ans, quand on le coupe brutalement de sa seconde famille. Il arrête de parler, complètement, pendant des mois. Et plus tard, face à un monde qu'il ne saisit pas, le silence devient carrément une stratégie de survie. Pour lui, le silence, ce n'est jamais une absence de parole, c'est une présence. Ce deuxième silence, celui de ses 11 ans, il est déclenché par un événement à l'école. Un moment qui aurait dû être un triomphe, mais qui va tourner au cauchemar. Imaginez la scène. Le maître pose une énigme de maths, super compliquée. Et lui, à 11 ans, il la résout, comme ça, de tête, devant toute la classe. Il gagne ce dirham. Ce n'est pas juste une pièce, c'est une preuve de sa valeur, un vrai trésor pour lui. Le soir, sa mère trouve la pièce. Aucune question. Juste un mot qui tombe comme un coup près. Voleur. Et son père le frappe. En une seconde, sa fierté, sa réussite, tout ça est pulvérisé, transformé en crime. Et voilà la leçon. La terrible leçon qu'il en tire, et qui va le marquer à vie. Être intelligent, être visible, c'est dangereux. Il vaut bien mieux se taire que d'avoir raison. Le silence redevient son seul refuge. Et cette stratégie de discrétion, elle va marquer toute son adolescence. Son seul et unique but, partir. Pas comme une fuite, non, plutôt comme une rupture propre, nette, préparée dans le plus grand des secrets. Il quitte le Maroc pour la France, non pas pour devenir quelqu'un, mais justement pour entrer dans cet état qu'il appelle l'entre-deux. Une fois en France, il ne cherche pas du tout à se construire une nouvelle identité. C'est même le contraire. Il va explorer plein de choses, mais toujours en restant un peu sur le côté, comme un observateur. Chaque expérience, que ce soit la politique, les études, l'amour, c'est comme s'il se regardait dans un nouveau miroir. Il voit le reflet du militant, de l'étudiant, de l'amoureux, mais il sait que ce n'est qu'un reflet, ce n'est pas vraiment lui. Et cette idée des reflets, elle devient carrément concrète. Il se met à acheter des vieux miroirs partout et il en remplit son appartement. Et en se regardant dans tous ces reflets, il a une révélation. Et si l'identité, au fond, n'était qu'une collection de reflets? Et si l'original n'avait tout simplement jamais existé? Et voilà, la boucle est bouclée. Tout ce chemin nous ramène à notre question du début. Mais maintenant, on a les clés pour comprendre. On peut enfin voir ce que ça signifie, vraiment, d'être personne. C'est un refus. Un refus de quoi?
de ce chantage permanent de la société qui nous dit tout le temps « deviens quelqu'un, fais tes preuves, laisse ta trace, sois lisible, sois compréhensible pour les autres ». C'est ça le véritable acte de résistance. Du coup, quand on revoit cette image du début, elle n'a plus du tout le même sens. Être personne, ce n'est pas être invisible, c'est être là, complètement là, mais sans avoir besoin d'une carte de visite ou d'une justification pour exister. Une présence pure et simple. Et cette dernière phrase, elle met le point final à tout ça. Elle résout l'énigme. Être personne, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas disparaître. Non, c'est une position, c'est un choix philosophique, un choix existentiel fort. Alors on se quitte avec cette question, qui est plus pertinente que jamais aujourd'hui. À l'heure où tout nous pousse à avoir une marque personnelle, à être toujours plus visible, quel est le pouvoir de choisir, consciemment, d'être personne ? La réponse, c'est peut-être ça, la vraie liberté. Une liberté radicale et peut-être essentielle.